Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, merci de me donner l'opportunité de présenter ma recherche dans le cadre du DBA de BSI. Et merci aussi aux rapporteurs pour leurs observations qui m'ont permis aussi de faire évoluer mon étude. Je m'appelle Semali Moustapha et mon directeur de thèse est le professeur Bourguignon. Et je suis ici pour vous présenter de façon synthétique ma recherche qui s'intitule Pour une gouvernance relationnelle, développement d'un processus dans le contexte suisse romand. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste me présenter de façon succincte. Donc, je suis de formation d'ingénieur, puis j'ai continué avec un MBA en gestion d'entreprise. J'ai travaillé dans différents secteurs, hein, l'automobile, l'horlogerie et l'aéronautique. Ça fait à peu près maintenant 10 ans que je travaille en Suisse et actuellement, je suis manager dans une manufacture horlogère. Donc, naturellement, j'ai voulu consacrer ma recherche dans le secteur suisse. Elle va se décomposer en trois parties. Une première partie dédiée au contexte de la recherche à la revue de littérature, une deuxième partie sur la méthodologie appliquée et les résultats de la recherche, et une dernière partie sur des recommandations, une petite conclusion. Pour commencer la première partie, donc déjà un contexte issu tout d'abord d'un projet professionnel, de devenir dirigeant. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai orienté mes formations dans la gestion d'entreprise. Je me suis intéressé à la gouvernance d'entreprise et aux acteurs qui la constituent. J'aimerais aussi ajouter également que le contexte suisse est spécifique de par son fonctionnement en canton. En France, on peut rapporter ça à des régions. Donc, il y a aussi ces quatre langues officielles. Et de plus, c'est un pays aussi composé de 99% de petites et moyennes entreprises. Ça représente à peu près 600 000 entreprises, donc de moins de 250 employés. Et leur importance leur a même valu un guide des bonnes pratiques de gouvernance qui était dédié aux PME. De ce fait, la plupart des entreprises sont de nature très familiale et l'actionnaire financier individuel est très proche de ses affaires. Moi-même, je suis dans une petite PME de 70 personnes et je crois souvent l'actionnaire qui est en relation avec le dirigeant. Pour débuter la recherche, j'ai voulu identifier déjà une problématique terrain issue de la voix des dirigeants. J'ai donc interrogé quatre dirigeants non actionnaires autour de la divergence d'intérêts. Il y a une verbatim qui m'a particulièrement marqué, c'était « Nous sommes sur un siège éjectable ». Et à travers mon expérience, en fait, j'ai pu travailler avec des dirigeants non actionnaires dans différentes entreprises. Et pour moi, selon mes observations, la problématique ne serait pas la même avec un dirigeant qui détient des actions. De là, et en complément aussi des autres informations récoltées, je me suis dirigé vers la relation interpersonnelle au sein de la gouvernance et plus précisément la relation interpersonnelle entre le dirigeant non actionnaire et l'actionnaire en Suisse romande. Mes lectures autour de ces thèmes m'ont guidé vers cette problématique orientée sur la théorie de l'agence, qui est le fondement de la gouvernance d'entreprise, donc théorie de Berl-Emins 1932, qui encadre en fait les missions du dirigeant, qui est considéré comme un gestionnaire de l'entreprise, qui est au service de l'actionnaire, qui lui détient la propriété. Toutefois, les intérêts des deux parties ne sont pas toujours alignés, ce qui peut générer aussi des conflits, malgré les mécanismes qui sont en place, tels que le conseil d'administration. Et le domaine d'étude de la gouvernance n'a cessé d'être étudié. J'ai trouvé énormément de littérature sur le domaine, mais il apparaît que ces approches ne répondent plus vraiment au contexte actuel. Le rapport Cadbury 1992 a également souligné, et pour citer un exemple suisse, je prends la faillite de la compagnie aérienne Swissair en 2001, suite à une mauvaise gouvernance, qui a donné lieu au guide des bonnes pratiques de gouvernance en Suisse en 2002, donc un an après. Je peux également aussi ajouter un manque d'attention des relations interpersonnelles dans le domaine d'étude de la gouvernance entre un dirigeant et son actionnaire, et aussi que la théorie de l'agence a presque un siècle d'existence. Ce qui nous amène à notre question de recherche, basée d'un côté sur l'étude exploratoire, de l'autre dans le domaine d'étude de la gouvernance autour de la dimension relationnelle. Comment développer la relation interpersonnelle entre un dirigeant d'un actionnaire et l'actionnaire, en combinant gouvernance, donc dimension relationnelle, et relations interpersonnelles dans le contexte suisse romand. Nous resterons uniquement dans les enjeux positifs de ce développement, sans nier pour autant la création d'enjeux négatifs liés au développement de la relation. Pour mener à bien cette recherche, j'ai souhaité dans un premier temps étudier le domaine d'étude de la gouvernance, comprendre l'environnement des acteurs concernés. Pour cela, j'ai parcouru une partie des pratiques de gouvernance normatives, donc avec l'actionnarial et le partenarial, et aussi des pratiques de gouvernance théoriques avec la dimension cognitive et la dimension comportementale, en identifiant les sources de conflits et les mesures associées dans la dynamique relationnelle. Dans les pratiques actionnariales et partenariales, on retrouve l'asymétrie d'information et l'opportunisme du dirigeant.
Dans la dimension cognitive, on retrouve l'interprétation divergente, la divergence d'opinion, la communication inefficace, due à une part à la différence cognitive entre les acteurs. Et pour terminer, la dimension comportementale avec uniquement les biais cognitifs et les biais émotionnels, donc qui peuvent aussi influencer la prise de décision. J'ai effectué le même travail dans la relation interpersonnelle, donc qui entre dans le domaine de la psychologie sociale, avec une mauvaise contextualisation de la relation due à des caractéristiques mal déterminées, les attitudes contraires aux demandes de la hiérarchie liées à l'informalité. Donc, le thème des attitudes a beaucoup été cité dans la littérature, surtout autour des émotions, et il représente la définition même de la psychologie sociale. Donc, c'est l'étude scientifique des attitudes. Et sans oublier aussi une dernière partie, communication, avec une mauvaise interprétation du message, car il n'y a pas de relation sans communication selon Fisher 2020. Et pour chaque facteur, j'ai voulu identifier des mesures utiles lorsque c'était possible. Puis j'ai voulu étudier aussi des approches de développement relationnel, en sciences de gestion, avec le marketing relationnel, où il y a beaucoup d'approches qui ont été développées, et en sciences sociales aussi, avec le modèle de Saint-Arnaud, 2003, qui a développé en fait une approche systémique pour le développement des interactions professionnelles. Il y a également le processus de Moser, 1994, qui lui, en fait, a développé un processus de développement de la relation interpersonnelle basant en fait d'une relation inexistante. Les résultats ont été décomposés en deux compétences. Donc d'un côté, j'ai voulu mettre des compétences interpersonnelles et de l'autre des compétences en communication interpersonnelle. Autour de ces deux axes, on retrouve toutes les mesures que j'ai retenues en lien avec les facteurs de conflit que nous considérons comme des mesures de développement de la relation. Parce que pour moi, en fait, prévenir les facteurs à l'origine de ces conflits, ça assure le développement de la relation interpersonnelle. Je prends quelques exemples. L'intelligence émotionnelle de Goleman 1999 pour pouvoir gérer ses émotions, mais aussi celles des autres. L'informel de Simon 1983 pour comprendre l'impact de l'informalité dans la relation. Les 6 attitudes de Porter également, 1973, qui représentent les attitudes de communication dans le but de la rendre plus efficace, et aussi les 7 principes d'accroissement de Chartier, 1980, pour améliorer son message. Puis, il s'agissait un peu de combiner toutes ces connaissances pour créer une suggestion autour du développement de la relation entre un dirigeant non actionnaire et l'actionnaire. Pour cela, j'ai choisi une représentation en processus pour faciliter l'interprétation, parce que les entreprises aujourd'hui fonctionnent essentiellement avec cette base. De ce fait, j'ai voulu m'adapter aussi à leur langage. J'ai repris un peu le modèle de Saint-Arnaud. Nous avons les éléments d'entrée qui s'inspirent de ce modèle avec le développement des interactions professionnelles. Il s'agit de connaître les buts personnels de chaque acteur et de définir la situation initiale de la relation. Par la suite, nous entrons dans 3 processus. Le premier au niveau management qui touche la gouvernance avec l'identification des buts de chacun via le conseil d'administration ou l'actionnaire. Puis nous avons le processus de développement. Nous retrouvons les deux compétences que j'ai présentées précédemment. Et j'ai également fait l'association aussi du processus graduel de Moser 1994, parce que j'avais trouvé quelques similitudes entre les deux dans le développement des compétences, mais j'ai fait abstraction du niveau 1 qui était dédié à la création de la relation, sachant que là, la relation est déjà existante. Et dans ce processus de développement, j'ai intégré les bonnes pratiques de gouvernance et le code des obligations, donc c'est un peu la loi côté suisse qui régit le conseil d'administration afin que la relation respecte les codes légaux. En élément de sortie, on retrouve le ou les buts communs qui ont été définis et ainsi le développement de la relation. De façon synthétique, on part de buts personnels qui deviennent des buts communs pour favoriser le développement de la relation interpersonnelle. C'est à la suite de ce premier processus que notre question de recherche a obtenu un peu plus de légitimité. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de notre recherche, liée à la méthodologie, où mon approche était post-positiviste. J'ai tout d'abord sollicité des PME et des grandes entreprises en Suisse romande, de par mon expérience et aussi mon réseau professionnel, c'était un peu plus facile. La Suisse romande, juste pour situer vraiment sur toute la frontière française, elle représente 23% de la population, soit à peu près 2 millions de personnes. Sur 84 sollicitations, j'ai pu obtenir que 14 autres entretiens, mais uniquement de dirigeants non actionnaires, dont 3 dirigeants non actionnaires qui avaient déjà été interrogés dans l'étude exploratoire. Aucun dirigeant n'a souhaité nous mettre en contact avec son actionnaire pour des raisons de confidentialité. Et parfois, il est même arrivé que des personnes qui avaient accepté de me donner un entretien revenaient sur leurs décisions parce qu'ils ont vu que j'étais rattaché au secteur horloger de par mon travail, donc ils ont refusé. Et aussi, vis-à-vis de la confidentialité du métier, pour reprendre les termes de Cheval Calvel 2022, l'accès aux acteurs suisses est très difficile, surtout quand il s'agit de l'horlogerie.
Toutefois, chaque entretien a été d'une grande richesse parce que la transparence était présente lors des échanges lors des entretiens avec les personnes. C'est pourquoi je considère quand même chaque échange comme une connaissance non négligeable. Nous avons également, rencontré des régularités dans les réponses après le 10e entretien, mais malgré tout, j'ai voulu continuer mes démarchages pour obtenir plus d'interviews et plus de partage d'expérience. Le questionnaire a été composé de 20 questions réparties sur 4 thèmes, donc identité de l'organisation et de l'interviewé, puis contexte de la relation interpersonnelle en soi, la communication et la prise de décision. Les entretiens ont duré entre 45 à 90 minutes. Je les ai réalisés en face à face ou par visio, en fonction des disponibilités des dirigeants, avec enregistrement audio. Je l'ai fait entre avril 2022 et octobre 2023. Et j'ai retranscrit toutes ces données à travers un logiciel. Puis j'ai retravaillé le texte en fonction des réponses obtenues. Et c'est à ce moment-là que le travail de codage manuel a été entamé, à l'aide d'Excel principalement, mais aussi de Power BI pour pouvoir comparer certaines données. Et à l'issue des réponses obtenues par question, j'ai défini des codes et la réponse du coup d'une personne à une question pouvait correspondre à plusieurs codes. Je prends un exemple, si j'avais défini 5 codes à travers une question qui avait été identifiée, la réponse d'une personne pouvait répondre à 3 d'entre eux, pas forcément aux 5 codes directement. Puis, ces codes, à travers les résultats, ont été confondus au thème parcouru dans la littérature afin d'associer les mesures adéquates. Donc, les résultats ont donné lieu à une grande importance surtout aux valeurs, avec une dizaine de valeurs qui ont été exprimées par les interviewés, mais également aussi un temps passé sur les échanges informels qui étaient difficiles à quantifier par les interviewés, mais nécessaires à une juste mesure pour les dirigeants, des émotions aussi à gérer en fonction des situations et surtout aussi en conseil d'administration, une prise de décision aussi qui fait partie du quotidien du dirigeant, surtout avec l'actionnaire, une communication et des compétences associées dans le domaine pour permettre des messages de qualité, une prise de recul aussi nécessaire en fonction des situations et des décisions de l'actionnaire. Cela aussi fait partie du rôle du dirigeant, selon Bertrand 1996. Du support attendu aussi par le dirigeant lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il a besoin d'aide. Il attend toujours un support de la part de son actionnaire. Une vision claire aussi de la part de l'actionnaire qui doit être définie et validée par les parties prenantes. Et aussi un contrôle modéré pour ne pas non plus surveiller en permanence les agissements du dirigeant non actionnaire. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de ma présentation où nous retrouvons une évolution du processus de développement issu des résultats récoltés. L'idée était de faire évoluer le modèle théorique en intégrant toutes les recommandations à l'intention du dirigeant non actionnaire. Donc, nous avons reporté 9 recommandations au total. Nous retrouvons les éléments d'entrée avec une vision et des attentes définies, puis le processus de développement encadré par l'actionnaire et le conseil d'administration. Ces acteurs interviennent en continu dans le quotidien du dirigeant, tout particulièrement l'actionnaire, de façon informelle. Pour soutenir le processus de développement, nous retrouvons les ressources associées. J'avais complètement fait abstraction des ressources humaines dans le premier modèle, mais pour moi, il s'agit aussi d'un modèle, d'un pilier essentiel dans le développement des compétences du dirigeant. Nous retrouvons aussi l'actionnaire et le conseil d'administration en tant que soutien auprès du dirigeant de l'actionnaire en cas de besoin. Et au milieu de tout ça, nous retrouvons le processus de développement décomposé en 2 sous-processus. Donc, c'est composé des résultats de notre recherche. L'un itératif, de par les interactions continues, et nourri par 2 valeurs fondamentales, qui sont le respect et la transparence, que le résultat aussi nous ont mis en avant. Le second processus, orienté sur le développement de compétences, où je reviendrai un peu plus en détail dans la diapositive d'après, j'aimerais avant tout vous présenter les éléments de sortie issus de cet ensemble de processus, en s'appuyant sur le modèle de Saint-Arnaud. La différence est qu'il va au-delà de la question d'un but commun. J'ai décomposé les buts en vision partagée, attentes respectées, des valeurs communes et aussi la notion de confiance, qui donne lieu justement au développement de la relation interpersonnelle, donc la relation initiale, de façon positive. Maintenant, j'aimerais explorer le second processus concernant le développement des compétences. Donc, j'ai proposé en fait un programme de formation orienté sur les mesures identifiées dans la littérature. J'ai voulu décomposer les thèmes pour qu'ils suivent un parcours logique dans le temps, en débutant par le développement personnel avant la communication interpersonnelle. De ce fait, nous retrouvons un processus dynamique faisant partie du dirigeant de l'actionnaire et un processus de développement par étapes pour le développement des compétences et ainsi améliorer le processus itératif du dirigeant de l'actionnaire que j'ai présenté précédemment en passant par la révision périodique de la relation. Et au-delà de ce processus de développement, j'ai voulu également porter une réflexion sur d'autres leviers, donc des recommandations pour l'actionnaire. Donc tout d'abord, une formation en management pour devenir un actionnaire manager. Les résultats ont mis en avant l'absence de compétences dans le management
pour l'actionnaire qui était plutôt nature financière, des compétences techniques aussi au sein des administrateurs externes, donc en apportant un support technique aux dirigeants lorsque l'actionnaire n'est pas en mesure de le faire, et aussi l'organisation de team building pour favoriser la cohésion et la relation interpersonnelle. Il y a également des recommandations pour le conseil d'administration. Donc, une première recommandation qui consiste à créer une charte relationnelle entre le dirigeant actionnaire et l'actionnaire, avec la présence bien sûr de tous les partis, en indiquant par exemple les points essentiels extraits de nos résultats, comme les valeurs fondamentales. Également la création d'une table ronde pour une communication ouverte et transparente, la définition de mécanismes de médiation, pardon. Les deux dernières recommandations en fait, peuvent très bien être intégrées à la charte et pour cet ensemble, je préfère parler en fait de mécanismes de soutien ou de support et non pas de contrôle comme Jensen et Meklin en 1976. Les résultats nous ont souligné aussi l'absence du conseil d'administration dans la divergence éventuelle entre les acteurs. Les résolutions étaient plutôt faites de manière informelle entre les deux acteurs. Et pour moi, le conseil d'administration a le devoir de représenter l'intérêt collectif en aidant à l'alignement des intérêts des différents acteurs et de prévenir aussi les éventuels conflits. Mais pour cela, il y a besoin de mécanismes de support pour mener à bien ces missions. Il y a également des recommandations à l'intention de la gouvernance d'entreprise, plus particulièrement au niveau des bonnes pratiques de gouvernance. Donc, tout d'abord, en apportant la notion de management, parce que la notion d'encadrement dans les bonnes pratiques de gouvernance suisse est totalement absente. Pourtant, les résultats nous ont démontré une présence accrue de l'actionnaire auprès du dirigeant dans l'informel. Aussi, ajouter des pratiques pour garantir l'alignement des intérêts. J'entends par là des pratiques opérationnelles qui pourraient être ajoutées dans ce guide afin d'aider le conseil d'administration, et cela rejoint aussi les recommandations pour le conseil d'administration. Et également adapter la partie formation du dirigeant, de l'actionnaire. Donc les parties de la formation sont totalement absentes du guide de bonnes pratiques et certains organismes imposent des formations aux dirigeants lorsqu'ils sont affiliés. Je prends l'exemple de la Convention patronale de l'industrie horlogère. Et pour terminer, la création d'un label de qualité de la gouvernance d'entreprise. Ce label pourrait être attribué par une association qui représenterait ces bonnes pratiques et ainsi permettre aux entreprises de démontrer la qualité de gestion et la pérennité de l'entreprise auprès de leurs clients. L'idée était de sortir un peu de ces pratiques traditionnelles, de juste mettre à disposition un document pour dire que c'est fait et plutôt d'accompagner les entreprises dans la mise en place. En conclusion, en plus d'un processus de développement de la relation, j'ai pu aussi identifier d'autres recommandations utiles à la gouvernance d'entreprise et en lien avec les problématiques relationnelles, par des outils concrets déjà appliqués par des dirigeants qui nous ont présentés, ou d'autres outils permettant de combler certains manques dans le guide des bonnes pratiques de gouvernance. Toutefois, nous sommes conscients que cette recherche détient quelques limites, déjà par rapport au contexte de l'étude, uniquement suisse romand, de par la culture d'un canton à un autre, la récolte aussi du point de vue d'une des deux parties de la relation. Dans le cadre d'une relation bilatérale, les deux parties auraient été un plus pour confronter les idées. La taille de l'échantillon limitée de par le niveau de confidentialité. La réalisation de l'interview face à face ou en visioconférence. Dans certains cas, le visio ne nous permettait pas de ressentir certaines émotions à travers les questions posées. Et aussi la première utilisation du plan de codage manuel. J'étais plutôt logiciel NVivo et également Sphinx que j'ai pratiqué, mais j'ai énormément quand même apprécié l'aspect manuel dans le cadre de cette réflexion personnelle. Il y a également des voies futures à cette recherche. Tout d'abord, la mise en pratique de ces recommandations. Il y a une action en cours auprès d'organismes de formation privée en Suisse dans lequel j'ai effectué des formations. Ils attendent juste un dossier complet pour évaluer la rentabilité de la formation. J'ai également contacté Économie Suisse, qui est à l'origine de ces bonnes pratiques de gouvernance en Suisse, pour lui partager ses recommandations. Il y a l'évaluation des recommandations dans d'autres cantons suisses. Comme j'ai dit en introduction, le contexte culturel influence ce type de pratique. Nous pouvons comprendre l'impact dans un canton suisse alémanique, par exemple, quantifier les gains éventuels des recommandations. Donc, il serait aussi intéressant d'évaluer l'impact financier d'une telle pratique pour l'entreprise en apportant un enjeu financier dans l'amélioration des relations interpersonnelles. Il y a également rattaché la gouvernance relationnelle à la socialisation organisationnelle. Cette piste pourrait nous permettre de comprendre comment les dirigeants s'adaptent à la culture d'entreprise et comment la relation se construit au fil du temps avec l'actionnaire. Et pour terminer, la définition de style managériaux exercé par les actionnaires envers les dirigeants non actionnaires, car au vu de nos observations, je pense que les styles managériaux existants ne sont pas transférables aux actionnaires suisses. Il serait intéressant d'étudier les différences au-delà du type de comportement des actionnaires qui a été défini par BEFA et Rago 2009. Il s'agirait du coup de créer des différents styles dédiés aux actionnaires. Je vous remercie pour votre attention.